faisais plein de blagues pendant les répétitions. Et il y a le metteur en scène qui m'a pris physiquement, qui m'a regardé dans les yeux, qui m'a dit « Tu es drôle ». Et il y a eu ce truc où ça m'a complètement aspiré tout et je me suis dit « Ah, je suis relou en fait ». J'essaie de prouver à tout le monde que je suis drôle alors que là on s'en fout, on est dans un truc de travail. Faisons en sorte que je sois drôle quand il le faut et le reste du temps, faisons en sorte que je sois professionnel. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Oui, oula. Alors, vous êtes Monsieur Poulpe. Poulpe. Très bien. Vous n'avez pas de prénom. Monsieur. Pour la vanne. Je comprends pas. Pour la... monsieur, en gros, tout le monde m'appelle Poulpe, quoi. Vous embêtez pas. Mais alors, du coup, vous avez une identité quand même, monsieur? Poulpe. Je comprends pas. C'est mon pseudonyme comme Johnny Hallyday. D'accord, c'est un nom d'artiste. Ouais. Voilà, c'est plus clair, d'accord. Et vous donnez pas votre identité? Non, bah c'est plus simple, Poulpe, au moins les gens le retiennent, quoi. Bon. On continue? Vous êtes en revanche bien né le 7 février 1981 à Rouen. Ouais. Parlez-moi de vous. Et donc du coup, en fait, on est dans un métier qui est quand même assez verrouillé. On est un petit pays, on est beaucoup sur le marché et ça devient compliqué de trouver des emplois dans ce métier. Certains disent un métier passion. Ça reste quand même un métier parce que le loyer passion, il n'existe pas. Hein. Faut payer le loyer quand même. Et quel est le métier? Artiste. Dans peintre? Baladin. D'aucuns diraient troubadour à l'époque, mais là maintenant on dirait comédien. Alors moi mon problème c'est que je suis multicasquette et regardez pas là, c'est une image en fait. Et en gros donc je fais comédien, auteur, réalisateur. Attendez, parce que moi en fait dans ma fiche technique j'ai de la place pour 3 fonctions, donc je mets troubadour. Je viens de les dire. Comédien, auteur, autrice aussi, moi je suis dégenré maintenant, donc on peut dire. Et réalisateur. Réalisateurice, si on veut. C'est tout? Ouais. Très bien. J'ai fait d'autres trucs, mais là, en ce moment, je suis vraiment concentré sur ces 3 métiers-là. Je vois un deuxième petit oubli après le prénom. Je vois pas d'études. Ouais, Pas de formation? Non, j'ai arrêté assez tôt. En fait, j'étais autodidacte, je me suis formé tout seul. Autant les rappeurs, c'est la rue qui leur a appris. Moi, c'est plus Photoshop, Internet, etc. Je me suis vraiment formé sur Internet, quoi. Très bien. Donc pas de formation? J'ai des formations, mais autodidacte, quoi. À mon avis, je suis bac plus 12 dans mon système Votre d'éducation. réalité. Ouais. Ok, très bien. Votre dernière expérience de travail, peut-être? Vous pouvez m'en parler? Ma dernière... donc là, très récemment, je suis devenu réalisateur. Vous voulez un petit peu d'eau, monsieur? Ouais. C'est un peu désagréable au bruit, mais c'est comme ça que ça... On se brûle pas quand on boit chaud. J'ai Mike Horn qui l'a... Ah, lui, c'était avec de la pisse, mais... Donc, si vous me parliez de votre dernière expérience de travail. Donc en fait, récemment, je suis devenu réalisateur. J'ai réalisé la prochaine campagne Soch. Et je réalise l'émission Top Gear, une émission de sport mécanique, d'automobile. Moi, je m'en ai rien à foutre de la voiture, personnellement. Vous avez votre permis? Ouais. Très bien. Et alors, là, par exemple, quelle est votre journée type? Bon, bah, je me lève, je sors mon chien, il s'appelle Gordon. On fait la rue, pipi, caca, le chien, pas moi. Et je parlais au niveau du travail, à nouveau. Donc, au niveau du travail, bon, bah, le matin, malheureusement, comme j'ai beaucoup de choses, le matin, comme je suis dans le déni de tout ça, le matin, je lis ce que je dois faire la journée. Je regarde mon agenda, c'est mon premier geste travail. Et après, j'y vais, donc ça dépend, c'est un peu comme le Far West, chaque jour, on ne sait pas trop si on va survivre, quoi. Et donc du coup, il y a des jours, c'est beaucoup de mails, des fois c'est beaucoup de visio, des fois c'est aller sur un tournage, des fois c'est aller sur un tournage en tant que comédien, des fois en réalisateur. Alors là, on se dit, mince, comédien, bon bah vite, il faut se raser, etc. Et donc à chaque fois, il faut toujours anticiper un peu. Moi, j'arrive plus trop. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, vous allez me dire. Je sais pas si on a le droit de dire ça, en entretien.
C'est MeToo ou pas? Quand c'est un animal, ça va. Enfin, Ok. pour moi, c'est pas... Ok. Et donc, du coup, j'aimerais un métier plus stable, parce que c'est vrai qu'avec le poids des années, il y a un moment, on a envie de pouvoir se lever le matin et pas découvrir ce qu'on va faire, et des fois se dire « Ah, c'est grisant d'aller à un bureau. Tiens, salut Christiane. Alors, les enfants ?» Moi, dans mon métier, personne n'a d'enfants. Vous avez une famille? J'ai une famille, j'ai une mère. Et un chien. Et un chien. Et un chat diabétique. Je dois lui faire une piqûre d'insuline le matin et le soir. Très bien. Bon, tiens, donnez-moi 3 qualités, 3 défauts. Sincèrement. Ah, alors, sincère, Ça, c'est bien, ça. généreux et atypique. Ça s'écrit. Excusez-moi. A-T-C-H-Y-T-I. Atypique. Atypique. Très bien. Alors, ça, c'est super. Et les défauts, alors? Perfectionniste. Ça, c'est assez commun. Je ne cache pas que... Commun, du coup. Perfectionniste, commun et égoïste. C'est-à-dire égoïste? Racontez-moi. Ben, je me dis, et je pense beaucoup quand même, j'ai l'impression que tout le monde entier tourne autour de mon nombril, quoi. Ah, Et du coup, j'ai l'impression que c'est bien de sortir et de s'ouvrir et tout, parce qu'on a tendance dans ce métier, comme c'est un métier qui est très précaire, on a tendance à ne s'occuper que de sa petite carrière à soi, et de son cheminement à soi, et donc je pense que c'est important. Vous savez, ce métier, je pense que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et un marathon, à quoi ça sert de courir seul pour faire un marathon? Autant le faire avec d'autres gens. je peux pas vous faire travailler en équipe, monsieur. Pourquoi? Égoïste? Oui, mais justement, je le travaille. Très bien. Vous le travaillez comment, alors, cet égoïsme? Ah ben, j'essaye de travailler avec plein de gens différents tout le temps. Et de pas m'enfermer dans les mêmes personnes avec qui je travaille. Concrètement? Ah ben, j'essaie de travailler avec le plus de personnes différentes. Et pas m'enfermer avec les mêmes personnes tout le temps. Vous venez de répéter 2 fois la même Je chose. voulais n'est-ce voir pas? si ça allait passer. Pardon, j'ai voulu faire le malin. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à me souligner sur votre situation actuelle? En ce moment, j'ai un spectacle. Donc, je tourne partout en France. En francophonie, plutôt. Et du coup, je joue dans plein de villes. Je fais ce geste-là. On ne sait pas trop pourquoi. Apparemment, c'est un tour de France que je fais. Et en gros, je vais jouer mon spectacle qui s'appelle Nombril, justement. Ah, rapport à l'égoïsme. Bah, je trouve ça très nombriliste d'aller parler de soi sur scène, quand même. C'est vrai. L'exercice même du stand-up, je trouve que c'est quand même très nombriliste, quoi. Donc il y a quand même une certaine réalité. Mais c'est un double sens parce que je parle aussi de mon nombril à moi et de tout ce qui se passe dans mon ventre. L'angoisse, etc. Toutes ces choses-là, l'anxiété, que vous devez pas connaître parce que je vous sens très ancré. C'est un spectacle où il n'y a pas de blague? Si, c'est là où c'est difficile, hein, de trouver le bon équilibre entre parler de vrais trucs qui sont pas forcément très marrants et en même temps faire des blagues. C'est un travail d'équilibrer, c'est un peu compliqué, ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Pourquoi? Pourquoi le faire? C'est là où... Est-ce que Bah, les parce blagues que ne je- suffisent pas, finalement? Non, parce que j'avais jamais fait ça et j'étais jamais monté sur scène tout seul. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire un truc pour la première fois, autant y aller vraiment. Et donc, autant parler de trucs un peu sérieux et tout, chose que j'avais jamais fait. Donc, je me suis dit, autant aller droit dans le. J'ai jamais fait tout ça, quoi. Ouais, parce que c'est disruptif, ça, je peux vous l'accorder. Hein. Oui, après, ça, c'est vrai que c'est un truc que je fais souvent, globalement, dans ma carrière. J'essaie de disrupter un maximum, quoi. Donc, vous parlez de votre vulnérabilité. Vous gagnez de l'argent Oui. sur vos problèmes personnels? Ouais, mais j'essaye d'universaliser ça. C'est que les gens s'y retrouvent aussi, quoi. Essentiellement, les mecs de mon âge qui sont dans le déni de leurs émotions, je me dis, tiens, ça peut aider un peu les gens. Donc, vous diriez que la vulnérabilité est finalement une force ou une faiblesse dans votre domaine d'activité? Je sais pas si c'est une force, mais en tout cas, j'en fais de l'argent. 1 heure de spectacle? 1h20. 1h20, très bien. Dépasser 1 heure, ça donne l'impression au public que c'est un grand spectacle. Dépasser 1h30, ça donne l'impression au public que c'est un spectacle chiant. Ok, intéressant. Vous êtes à combien d'heures de travail par semaine? On compte pas, vous savez, quand on aime. Hein. Vous considérez comme bosseur? Les heures sup ne vous font pas peur? Non. Ça, c'est Je suis vraiment- très motivé. C'est formidable, monsieur Poulpin, je vous félicite. Je vois, on va en venir à vos expériences.
si vous me permettez. Je vois globalement, enfin, vous me donnez cette impression, mais n'hésitez pas à me Ça allait couper. mon CV, c'était bien? Et que la façon dont on s'est présenté? Je n'ai pas tout compris. Ah, Après, je trouve que la photo est super. merci, Je veux dire, c'est moi. Oui, voilà, je vous reconnais. Merci. Mais j'étais parfois perdue, je vous cache pas. Je ressens dans votre façon de me présenter votre rapport au travail une forme d'instabilité. Et pourtant, dès vos débuts, vous allez vers des emplois beaucoup plus stables. On vous voit graphiste Oui. au sein de la police. Non, gendarmerie. Bon, c'est la même chose. Non, ils ont pas les polos pareils. Gendarmerie, c'est bleu clair. Vous aviez un uniforme? Non, j'étais en costume, mais j'avais des Converse. Ah, Ils voulaient pas me donner d'armes. C'est peut-être pas plus mal. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience incroyable? Graphiste à la gendarmerie, en fait, c'est vraiment la sensation d'aider son pays, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait ma part de citoyenneté. Par exemple, je faisais tout ce qui était graphisme intranet, tous les sites d'intranet. Par exemple, pour le Tour de France, on se rend pas compte, mais les gendarmes, ils ont besoin de savoir la position des motos autour du peloton de vélo. Bon, bah moi, je les faisais sous Photoshop. Donc voilà, j'ai vraiment aidé mon pays, je l'ai servi. Donc ça, pour le coup, je suis content, j'ai fait mon devoir de citoyen. Très bien. Et comment... En point JPEG. Bien sûr. Ensuite, là, vous entrez dans un très grand groupe international, c'est quand même très impressionnant. Vous allez chez Disney. Oui. Racontez-moi un petit peu à quel poste vous entrez. Bon voilà, moi là j'arrive à Paris, j'ai fait pas mal de vidéos sur Internet, on est en début 2000. J'ai un tout petit succès sur Internet parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup à faire des vidéos. Et là j'arrive à Paris en me disant il faut que je monte à la capitale, voilà. Sauf que je connais personne. Et donc je me dis, bon moi je voudrais être comédien quoi, mais j'ai zéro contact. Et je tape vraiment littéralement sur Internet offre d'emploi comédien. Et le truc qui arrive, c'est Disneyland. Donc moi, j'y vais. Je vais passer un recrutement, comment on dit? Un recrutement? Un entretien d'embauche. Un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Sauf que là, c'était pas la même mayonnaise. C'est que c'était pas un bureau avec des petits papiers. C'était dans une salle de danse avec des dossards. Et on devait mimer des animaux géants. Et sans rentrer dans les détails, j'ai eu le job. Du coup, j'ai été recruté pour faire un animal géant. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a tout un concept de magie, etc. Les enfants croient à certains trucs. Mais disons que... Vous pouvez pas parler de ce que vous avez fait là-bas, ça reste secret. J'étais très proche de Dingo et Capitaine Crochet. D'accord. Ça s'est bien passé là-bas? Ça s'est bien passé, c'était une bonne période de ma vie. J'ai appris à faire rire sans me servir de mon visage et de ma voix, ce qui est génial. Donc c'était très formateur. C'est-à-dire, à quoi ça peut ressembler? Imaginons par exemple Dingo, il marche et il se prend les pieds dans un truc et il tombe. Ce genre de choses, quoi. Mais encore une fois, moi j'étais pas Dingo, j'étais très proche de Dingo. Je vois... Ça, je sais pas s'il faut forcément le mettre dans un CV, mais que vous avez eu un petit souci là-bas, un arrêt de travail, un arrêt maladie. Oui, en fait, je me suis fait retourner les cervicales. Alors, en fait, j'étais très proche de Dingo. Et il y a un monsieur qui était vraiment un colosse de 2 mètres qui a fait un câlin à Dingo et qui l'a pris par la nuque et qui l'a soulevé. Et donc, Dingo a été... voilà. Et donc moi, j'étais très proche de lui. Donc par empathie, j'ai eu hyper mal aussi au cervical, quoi. Et donc arrêt de travail et tout, gros problème et tout, ouais. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Vous êtes dans la peau de Dingo, on est d'accord? On peut pas le dire, ça. J'essaye de prendre des pincettes depuis tout à l'heure. Ah là, j'ai l'impression de voir votre vrai visage. Hein. Vous avez un sacré petit caractère, là. Ouais. Je suis Verseau. Bon. Donc vous avez quitté? Ouais. Après, je suis parti parce qu'en parallèle, je commençais à avoir un peu plus de succès sur les réseaux. Et donc, il y a un moment où on a commencé à me proposer d'écrire pour la télé, etc. Et donc, j'ai quitté le monde de Disney pour aller vers le monde de la télévision. Oui, alors je pense que ça, c'est la partie... J'ai quitté les souris pour les requins. Ça, je peux pas faire, mais... Vous êtes graphiste. Ensuite, vous partez vers la comédie. J'imagine que la parade, la machine à rêve de Disney a dû
opéré. Hein. Et puis là, je comprends plus très bien. No Life Nerds mange ton geek. Mon geek. J'ai Golden Show. Alors là, je vous avoue que moi, je connais pas ces entreprises, mais je vois un mot que je connais, c'est Internet. Ben, on en a fait un métier qui n'existait pas. C'est un métier qui s'appelle vidéaste. Maintenant, il a évolué, on dirait influenceur. Mais en gros, à l'époque, c'était faire des vidéos sur Internet. Et donc, quand je dis on, c'est qu'on était plusieurs comme ça en France. On fabriquait donc du contenu sur Internet et des marques nous rémunéraient avec des placements de produits ou faire partie d'un groupe. Donc, par exemple, M6, Canal+, etc. se sont mis aussi sur Internet pour créer du contenu et tout. Et donc, voilà, j'ai fait ce métier-là, pendant de nombreuses années. Et ensuite, sans transition, incroyable, Canal+. Oui. Le Grand Journal. Oui. Les vedettes, les politiques, les rockstars, là. Ouais. Le talent, ça paye. Mais je m'en suis rendu compte au Grand Journal, c'est que on n'est pas obligé d'avoir du talent pour que ça paye quand même. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'en arrivant là où je voulais arriver, c'est-à-dire au plus haut et tout, en fait, on s'amuse pas forcément, et puis très vite, on se lasse, et puis en fait, on y va pour... Je me plains, c'est ça ? Non, c'est parce que je comprends pas exactement ce que vous faites là-bas. Moi non plus, je me suis un peu perdu. En fait, mon rêve d'enfant, c'était de faire de la télé, donc j'ai grossi sur Internet jusqu'à me faire repérer par les chaînes de télé. Moi, mon plan de carrière, c'était faire mes trucs et qu'on vienne me chercher pour ce que je sais faire. C'était ça, mon plan de carrière. C'est ce qui s'est passé, alors ? C'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé au plus gros de ce qu'était la télévision à l'époque. Et puis, en fait, je l'ai pas bien vécu parce que je me suis retrouvé à faire des trucs que j'aimais pas trop. Par contre, j'avais vraiment beaucoup d'argent, quoi. Donc là, très compliqué. Vous parlez de choses... Je parlais, par exemple, je faisais une chronique politique, sauf que j'ai jamais fait d'humour politique de ma vie, quoi. Et donc, il y avait une vraie dichotomie entre mon plaisir et ma récompense. Il y avait ce truc où je comprenais plus trop ce que je foutais là, quoi. Donc, grosse remise en question de ma carrière, ouais. Qu'est-ce que vous retenez, du coup, de cette époque-là ? J'ai appris énormément de choses. Dans mon travail, j'ai appris que tous les jours, je pouvais sortir des blagues parce que j'étais en quotidienne, au Grand Journal. Donc ça, c'est vraiment hyper satisfaisant de voir qu'en fait, c'est un muscle et que plus on le travaille, plus il grossit. Et donc l'écriture, maintenant, j'ai plus peur de rien. Je peux vraiment écrire tout et n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Après, j'ai appris aussi que tout n'est pas bon à prendre. Et que des fois, faut faire attention à ne pas se trahir. Mais ça, je pense que c'est dans n'importe quel métier, ça. Vous diriez du coup que vous choisissez les projets stratégiquement aujourd'hui ou... Disons que j'essaie de mettre un peu plus de cœur dans mes choix. Donc c'est à ce moment-là que ça s'opère, ce changement ? Un peu après, ouais. Vous êtes resté combien de temps là-bas ? Vous avez décidé d'y rester ? J'ai fait 2 ans et demi. J'ai connu un grand succès en même temps parce que j'ai fait une émission qui s'appelait Recettes Pompettes, qui était une émission où il fallait ingurgiter énormément d'alcool tout en faisant à manger, et donc a été interdite par le CSA. C'est ce qui me semble plutôt judicieux. Et donc en fait j'étais vraiment beaucoup vu et reconnu, et on m'a proposé énormément de choses. Et comme moi j'étais à un moment de ma carrière où j'appréciais pas trop tout ce que je faisais, j'ai commencé à tout refuser. Bêtement, je me suis dit j'ai le choix. Et donc je vais faire que les trucs dont j'ai vraiment, vraiment envie. Et en fait, j'ai vraiment trop refusé de projets. Et après, on m'en a plus jamais proposé. Et donc, du coup, après, j'ai eu une grande traversée du désert. Et c'est là où j'ai appris vraiment qu'il fallait que je choisisse des métiers qui me font vraiment envie, où je sens que je prends du plaisir à le faire. Je crois que c'est ça le plus important. Mais parce que j'ai pas toutes les contraintes que plein d'autres gens ont, qui est... payer un crédit, payer l'éducation d'un enfant, toutes ces choses-là. Encore une fois, c'est très égoïste, c'est un truc où je pense qu'à mon petit bonheur, et voilà. Donc j'ai pas ces contraintes, j'ai cette chance-là. Quelles sont vos prétentions salariales ? Le plus d'argent possible, mais dans une optique de pas réfléchir à tiens, qu'est-ce que je voudrais manger ce midi ? Très bien. Est-ce que vous avez l'impression, au cours de ces différents épisodes de carrière, d'avoir fait les bons choix ?
Parce que là, vous me parlez d'une période... Non, je pense que j'ai pas fait les bons choix. Mais en fait, je me suis écouté et au final, aujourd'hui, tout va très bien. Je suis très content et j'ai une espèce de carrière en dents de scie, mais qui me va parce que être des fois dans le bas permet de faire un point et de se remettre en question. Et je crois que c'est hyper important dans le monde du travail de se remettre en question et de pas rester sur ses acquis. Et du coup, je suis en fait assez content d'avoir connu tous ces trucs-là. Je pense que si j'avais pas connu le bas, je pourrais pas apprécier le haut. Et à l'époque, j'avais connu que une montée, que le haut, et du coup, j'étais dans ce truc de j'appréciais pas, j'étais un peu snob, et donc je suis content d'avoir connu des murs dans la gueule. Quelle est l'épreuve la plus dure que vous ayez rencontrée dans votre carrière, Monsieur Poulpe ? Je pense que ça a été cette traversée du désert parce que je l'avais pas vu arriver. J'ai mis du temps à la comprendre, et quand on est dedans, on sait pas comment en sortir. Donc c'est un truc où il faut vraiment... on passe par plein d'émotions, pas les meilleures évidemment. Il y a beaucoup de remises en question à tous les niveaux. Donc c'est hyper dur. On pense à plein d'avenirs possibles. Par exemple, quitter ce métier, aller refaire un métier donc typiquement graphiste. Donc il y a plein de choses comme ça. Parce qu'il y a un moment, il faut payer son loyer, quoi. Mais en même temps, je trouve ça hyper formateur. Je trouve ça hyper formateur de se casser la gueule. Vous seriez vraiment capable de vous reconvertir ? J'en ai aucune envie, mais je sais que je peux le faire. Et quel a été le premier pas vers un mieux ? Il a été financier. Quand l'argent a commencé à revenir, je me suis dit, ok, parce que faire des blagues, je sais faire des blagues et je peux faire des blagues sur Instagram comme au cinéma, sauf que le rendement n'est pas le même, quoi. Quand l'argent commence à revenir, parce que c'était ça qui était le plus inquiétant, ça veut dire quitter Paris, etc. J'ai failli vraiment devoir changer de style de vie, etc. Quand j'ai vu l'argent revenir, parce que 2 ans sans rentrer d'argent, c'est quand même très étrange à vivre, et ben là, ça m'a permis de souffler, de me dire, ok, je peux maintenant encore changer mon fusil d'épaule et voir comment je peux rebondir. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont conseillé sur vos choix de carrière de ces expériences-là ? Oui, moi j'ai une associée dans une de mes boîtes une de mes sociétés de production avec qui j'ai travaillé, avec qui évidemment on parlait de tout ça. Et puis j'ai eu une sorte de mentor qui s'appelait Arel Serraco, qui était la directrice des programmes de Canal+, qui m'a vraiment aidé à grandir dans ce métier. Ouais. Donc vous vivez bien la critique, les feedbacks ? Bien sûr, c'est important. Comment je suis habillé, par exemple, vous pouvez me dire, je le prendrai bien. En noir. Merci, je le prends bien. La critique la plus constructive qu'on vous ait faite pendant cette traversée du désert ? J'ai pas eu de critique parce que tout le monde m'ignorait. En fait, dans ce métier, quand on a une traversée du désert, on est vraiment mis au banc de la société de spectacle. Et c'est là où on voit ses vrais amis. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous ignorent. Je pense que la meilleure critique qu'on m'ait fait, c'est pas à cette période-là, mais c'est plutôt... j'étais sur la création d'un spectacle avec une troupe, et donc je faisais plein de blagues pendant les répétitions, et je faisais mon malin. Et il y a le metteur en scène qui m'a pris physiquement, qui m'a regardé dans les yeux, qui m'a dit « Tu es drôle ». Et il y a eu ce truc où ça m'a complètement aspiré tout, et je me suis dit « Ah, je suis relou, en fait ». J'essaie de prouver à tout le monde que je suis drôle, alors que là, on s'en fout, on est dans un truc de travail. Faisons en sorte que je sois drôle quand il le faut, et le reste du temps, faisons en sorte que je sois professionnel. Et ça m'a vachement aidé, ce truc-là. Vous diriez que vous avez réussi votre vie ? À 42 ans ? Non, je pense qu'on n'a jamais réussi sa vie. Il y a toujours mieux. On peut toujours faire mieux. Et je commence à peine, grâce à un travail sur moi, avec des psys, etc. Je dis des psys. Je commence à comprendre ce qu'il faut que je fasse pour être un humain meilleur. Je commence à comprendre, je commence pas à faire en sorte. C'est ça, réussir sa vie, être un humain meilleur. Je pense. Finir pas trop con, ça peut être quand même pas mal, quoi. Bon bah très bien, moi j'ai tout ce qu'il me faut, Monsieur Poulpe. Ok. Je vous remercie. Ben merci. Je peux vous demander de faire rentrer le suivant, Oui, d'accord. tant que vous y êtes. Vous m'en répondez quand ?
Je pense que vous aurez de nos nouvelles d'ici une semaine. Après, si on vous recontacte pas, malheureusement, c'est que... Non, c'est comme dans les castings pour les films, pareil, on me recontacte pas. Bonne C'était journée. très agréable, merci Merci. beaucoup.